Bienvenue dans le débat. On s'intéresse ce soir au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou qui a dit avoir ordonné à l'armée israélienne d'attaquer des cibles dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Hier dimanche, les troupes israéliennes ont pris le château de Beaufort dans le sud du Liban. Une forteresse stratégique située sur un éperon rocheux à 700 mètres d'altitude qui permet de voir le sud du Liban, mais aussi le nord d'Israël. La prise de Beaufort est une étape spectaculaire et un tournant décisif, a lancé le Premier ministre israélien. Le Hezbollah répond en disant qu'il continue à combattre Israël près de la forteresse. Cette intensification des attaques a lieu 2 jours après les discussions entre délégations du Liban et d'Israël à Washington. Discussions qui visent à étendre le cessez-le-feu et à désarmer le Hezbollah. Des discussions qui doivent se poursuivre cette semaine. La France, de son côté, a convoqué une réunion extraordinaire au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Iran suspend les négociations avec Washington et les gardiens de la révolution menacent maintenant d'ouvrir de nouveaux fronts. Sachez aussi que Donald Trump et Netanyahou se sont entretenus au téléphone, selon les médias israéliens. Alors la prise du château de Beaufort est-elle un tournant, comme l'affirme Netanyahou? Où en sont les discussions entre Israël et le Liban? Et puis quid des négociations entre les États-Unis et l'Iran? On va poser ces questions à mes invités. Georges Malbrunn est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro, co-auteur de MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Voilà le livre qui s'affiche. Tamar Sebok est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes correspondante en France du quotidien Yediot Aharonot. Si je ne me trompe pas. Chronot, Yediot Aharonot. Chronot. Merci Difficile d'être à là. dire. En tout cas, difficile, pas évident à dire. Merci d'être là. Nous avons ce soir Guillaume Ancel avec nous. Bonsoir. Ancien officier écrivain, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Et puis Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir, directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, auteur de La décomposition au Moyen-Orient, ou du Moyen-Orient, aux éditions Taillandier. Avant de retrouver notre correspondant à Beyrouth pour avoir les toutes dernières infos sur place, l'armée israélienne, donc je vous le disais, a appelé les habitants de la banlieue sud de la capitale libanaise à évacuer. On fait un point en images avec Noémie Roche. Vue de la frontière ce lundi matin, l'offensive israélienne sur le Liban se poursuit. Au sud du pays, comme ici à Marjayoun, ou encore Arab Salim, mais aussi dans la banlieue sud de la capitale, où le Premier ministre israélien a ordonné de nouvelles frappes. Avec le ministre de la Défense, j'ai donné l'ordre de frapper des cibles terroristes à Beyrouth. En aucun cas, le Hezbollah ne pourra attaquer nos villes et nos citoyens, alors que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth et dans sa banlieue sud n'ont toujours pas été détruits. Nous continuons d'intensifier nos opérations sur le terrain dans le sud du Liban afin d'éliminer les infrastructures du Hezbollah. Une intensification à l'image de ces derniers jours. L'armée israélienne a nettement progressé au Liban, tout en poursuivant ses frappes aériennes, malgré le cessez-le-feu conclu le 17 avril. Après avoir pris la citadelle de Beaufort, Tsahal a ordonné l'évacuation de 9 villages dans le sud. Plus d'1 million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la guerre. Il nous est désormais impossible de rentrer chez nous. La ville a subi d'importantes destructions et nous avons perdu de nombreux proches. La situation est extrêmement difficile. De son côté, le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël, même si la plupart des missiles sont interceptés. Alors que son pays doit tenir de nouvelles discussions avec Israël mardi et mercredi à Washington, le président libanais dénonce une agression féroce et condamnable. Pour la France, cette escalade militaire n'a aucune justification. À la demande du président français Emmanuel Macron, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu en urgence ce lundi. En direction Beyrouth, tout de suite, on retrouve Serge Berberi, notre correspondant. Serge, bonsoir. Netanyahou qui dit avoir ordonné à l'armée israélienne d'attaquer des cibles dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Quelles sont vos dernières infos, Serge, et quel est l'état d'esprit des Libanais ? Eh bien, la banlieue sud de Beyrouth retient son souffle ce soir. Depuis plusieurs heures, la menace d'une opération israélienne plane sur ce bastion du Hezbollah. Vous savez, selon plusieurs médias israéliens, plus d'une cinquantaine de sites auraient été identifiés par l'armée israélienne. Eh bien, il s'agirait notamment de dépôts d'armes et d'infrastructures où seraient stockés des missiles. Et vous savez, cette annonce de Netanyahou a profondément
vraiment marqué la journée ici. Pendant plusieurs heures, les habitants ont vécu dans l'attente de ces frappes. Des frappes que tout le monde ici sait désormais possibles. Mais vous savez, sans savoir à quel moment ces frappes pourraient être déclenchées. Et dans la foulée, d'importants mouvements de population ont été observés dès l'annonce de Netanyahou. Les axes routiers qui mènent à l'extérieur de la banlieue sud de Beyrouth ont été rapidement saturés. De nombreuses familles ont quitté leur domicile pour donc tenter de rejoindre des secteurs jugés plus sûrs. Et vous savez, pour beaucoup de familles, le sentiment de déjà-vu est particulièrement fort. Une partie des habitants de la banlieue sud étaient revenus sur place après le cessez-le-feu du 17 avril. Et aujourd'hui, ces habitants se retrouvent une nouvelle fois sur les routes. Certains déboussolés. De nombreux centres d'accueil ont été rapidement saturés. Alors, beaucoup pourraient être contraints de passer la nuit dans leur voiture ou sous des tentes installées sur le front de mer de Beyrouth ou dans d'autres lieux de la capitale. Et cette situation fait réagir sur les réseaux sociaux notamment. Vous savez, beaucoup d'internautes expriment leur peur ou leur colère. Colère contre le Hezbollah, pour certains, qui l'accusent donc d'avoir entraîné le Liban dans une confrontation avec Israël à la demande de l'Iran et de faire payer donc aux Libanais le prix de choix qui les dépasse. Colère aussi contre le gouvernement pour d'autres qui, eux, reprochent aux autorités leur incapacité à empêcher les menaces israéliennes et d'être soumis au diktat de Washington et Tel Aviv. Mais vous savez, au-delà de ces divisions politiques, un autre sentiment revient souvent ici, c'est l'épuisement. Beaucoup de Libanais disent avoir le sentiment de revivre les mêmes scènes encore et encore. Ils veulent tout simplement la paix et une fin de la guerre. Merci Serge Barbère en direct de Beyrouth. Georges Malbruno, la prise du château de Beaufort dans le sud du Liban, puisqu'on parle de l'histoire qui se répète, qui surplombe le fleuve Litanie, est-ce un tournant pour Israël, comme le dit Netanyahou ? Non, c'est une importance, je dirais, symbolique. Symbolique, mais ça n'est pas stratégique parce que le château de Beaufort n'abritait pas une position du Hezbollah, il n'y avait pas d'armes du Hezbollah, et ça permet à Israël d'avoir une vue et une proximité avec la ville de Nabatillé qui est proche, mais ça n'est pas du tout un tournant stratégique au moment où justement l'armée israélienne est confrontée à une menace beaucoup plus importante et à une bascule dans ce conflit qui, on y reviendra probablement, c'est l'utilisation par le Hezbollah des drones à fibre optique qui pose un gros problème à l'armée israélienne. Donc simplement, ça permet effectivement à Benjamin Netanyahou de hisser un drapeau sur le château du Beaufort qui avait été occupé en 84 par l'armée israélienne, dont elle s'était retirée en 2000. Donc c'est un trophée pour dire voilà, on avance. C'est, je pense, lié aux négociations qui ont eu lieu la semaine dernière et qui vont se continuer demain et après-demain. Israël cherche à engranger le maximum de gains territoriaux lorsque des négociations vont commencer pour les aborder en position de force. Et puis, on y reviendra, c'est lié aussi à ce qui se passe avec l'Iran, puisque l'Iran lie maintenant de manière extrêmement ferme la trêve, le cessez-le-feu avec les États-Unis à l'arrêt de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et Guillaume Ancel, c'est pertinent d'un point de vue militaire pour Israël, cette prise du fort ? Je crois que Georges l'a très bien résumé, ça ne présente aucun intérêt d'un point de vue militaire. Pourquoi ? Parce que c'est une citadelle médiévale et on n'est plus au Moyen-Âge. Donc on n'a pas besoin d'être sur un point haut pour observer. Je rappelle qu'aujourd'hui, le développement des drones, il a commencé comme outil d'observation. Donc en fait, les Israéliens, comme le Hezbollah, utilisent des drones pour observer et pas la citadelle de Beaufort. Puis en plus... Pourtant, le gouvernement dit que c'est l'achèvement d'une zone de sécurité. Ça s'appelle de la communication. Parce qu'en réalité, c'est une prise politique. Ça permet à Netanyahou de montrer qu'il va de l'avant, qu'il continue, qu'il est prêt à se saisir. Je rappelle que c'est une citadelle qui a été abandonnée par l'armée israélienne en 2000, il y a 26 ans. Et par conséquent, ça fait appel à une référence historique dans la vie politique du pays. Mais d'un point de vue militaire, ça ne présente aucun intérêt, sauf un qui est très dangereux. C'est quand on est dans une citadelle, on est vite assiégé. Et l'armée israélienne s'en souvient très bien.
Vous êtes d'accord, Tamar Sebok? On va voir ces images d'ailleurs, qui datent de 1982, puisque dans la nuit du 6 au 7 juin 1982, Israël a attaqué le fort de Beaufort. À l'époque, c'était d'ailleurs la même élite, l'élite Golani, mais elle l'avait ravi à l'époque aux combattants de l'OLP. C'était l'OLP à l'époque. Quand le gouvernement parle de zone de sécurité et fait référence justement à ce fort de Beaufort, qu'est-ce que vous y voyez? C'est surtout un symbole. C'est un symbole. C'est surtout un symbole. C'est vrai qu'il y a un point de vue qui permet de tirer sur toute la partie nord d'Israël. C'est aussi vrai, on peut dire qu'il y a d'autres moyens, mais ça domine quand même. C'est pour Israël une grande blessure par rapport à la façon dont le militaire était tué à 82, où il devait reculer du Beaufort. Et en fait, Israël est déjà parti du Beaufort en 85 et c'est en 2000 qu'ils se sont retirés totalement. Voilà, donc d'un côté, il y a un symbole, mais de l'autre côté, il faudra bien sortir de là parce que c'est évident qu'Israël ne pourra pas rester dans toute cette zone. Et effectivement, entre le Beaufort et la zone qu'Israël souhaite garder comme zone de sécurité, zone tampon, c'est très difficile de maintenir en lien. Donc, c'est un symbole maintenant, mais ça sera aussi un symbole. Ils prennent un risque, oui, quand même, Adel Bakawan. L'histoire se répète et pourtant le monde a changé. Mais l'histoire se répète. Quand on a vu ces images... Là, je pense qu'on a changé le monde. Oui, d'accord, très bien. Il y a eu un précédent, mais là, on est dans un nouveau paradigme de la conflictualité entre les Israéliens et non seulement les proxys, mais aussi le parent des proxys. C'est la première fois que la République islamique d'Iran entre dans une guerre directe avec Israël. Ça n'est jamais arrivé depuis 47 ans. Donc, oui, d'accord, il y a un précédent, mais les conditions objectives et factuelles ont changé. Sont différentes. Voilà, là, vous avez 6% du territoire libanais occupé par Israël. Certaines sources parlent de 10%. Par exemple, Sky News arabe parle de 10% du territoire libanais occupé. Et bien, désormais, vous avez une équation très, très simple, mais aussi compliquée, bien évidemment, en même temps. Le territoire contre le désarmement du Hezbollah. Le désarmement du Hezbollah contre le territoire occupé. Alors, qui commence par quoi? Est-ce que le désarmement du Hezbollah d'abord et ensuite le retrait du territoire occupé, ou d'abord le retrait du territoire occupé et ensuite ou les deux en même temps? Je pense qu'on est dans l'impossibilité d'une situation. L'impossibilité d'une situation. On apprend à l'instant qu'Israël attend le feu vert de Donald Trump pour justement attaquer la banlieue sud de Beyrouth, que les Beyrouthins attendent depuis toute la journée, Georges Malbruno. Donc là, il y a cette conversation entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, peut-être liée au fait que l'Iran aujourd'hui a décidé de suspendre les négociations avec les États-Unis. Et là, du coup, Donald Trump mettrait une sorte d'arrêt au volontarisme de Netanyahou. Il faut se souvenir que il y a 10 jours, Donald Trump a aussi empêché Israël de frapper Beyrouth et que le veto a été levé jeudi dernier. Il y a eu une nouvelle frappe et c'est ce qui peut-être a expliqué une certaine frustration de la part de l'armée israélienne, des unités israéliennes qui se sont ensuite un petit peu vengées sur la ville de Tyr et autres. Donc voilà, on revient un petit peu au scénario qui était celui d'il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire on se bat au sud du Litanie, mais pas à Beyrouth. Et ça, c'était quelque chose que Donald Trump avait obtenu de Benyamin Netanyahou parce que l'Iran, encore une fois, les deux fronts sont liés. Et aujourd'hui, on en a une nouvelle fois. L'Iran essaye de lier les deux dans la négociation. Elle l'a affirmé. Et je pense qu'on a sous-estimé ce lien qui a été fait. Aujourd'hui, la communication iranienne, et il y a tout lieu de penser qu'elle est vraie. Je veux dire, les Iraniens, depuis le début, en général, ils font ce qu'ils annoncent. On dit, voilà, on ne reprendra pas les négociations tant qu'il n'y aura pas un calme aussi au Liban. Ça permet aussi au Hezbollah, qui est massivement critiqué par la population libanaise, ensuite, après, de dire, regardez, si on obtient un cessez-le-feu, c'est grâce à l'Iran. Et donc, ça permet de désarmer aussi une certaine critique de la part de nombreux Libanais qui sont très nombreux, justement, à critiquer à juste titre la posture du Hezbollah qui a pris un risque. Mais pour l'Iran, le Hezbollah a pris un risque le 2 mars en
replongeant dans la guerre. Et donc aujourd'hui, l'Iran ne va certainement pas abandonner le Hezbollah, comme ne va pas abandonner, puisqu'ils ils menacent d'agiter les Houthis avec Bab el-Mandab. Donc là, on revient à une espèce de... Là, on est dans un entre-deux, puisqu'il y a une espèce de cessez-le-feu, mais une espèce de régionalisation, effectivement, du conflit. Une régionalisation avec des tensions. Je peux juste pousser l'analyse un peu plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec Georges. Si on arrête là, l'analyse est tout à fait pertinente. Mais si on pousse l'analyse un peu plus loin, c'est que lorsqu'on analyse l'imaginaire collectif de la Perse, c'est que le Hezbollah n'est qu'une carte. La question du Hezbollah n'est pas une question stratégique ni existentielle alors je finis, pour la République islamique d'Iran. Autrement dit, aujourd'hui, on sait très bien, le 28 février, le président de la République libanais était contre l'entraînement du Liban dans cette guerre. Le Premier ministre était contre. Presque la totalité des partis politiques, j'ai dit presque, la société libanaise. Mais le Hezbollah a entraîné le pays dans cette guerre-là. Pour le compte de qui ? Des Pasdaran, n'est-ce pas, de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire pour le compte d'un pays, et je finis, pour le compte d'un pays qui n'est pas arabe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez l'Iran qui signe une trêve avec les Américains et les Israéliens. Et vous avez les Israéliens qui bombardent le Liban, qui massacrent les Libanais, qui occupent 6% du territoire libanais, qui a fait déplacer 1 million de Libanais. Vous avez les Iraniens qui disposent des missiles balistiques intelligents, des drones, qui peuvent frapper le cœur d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les Iraniens ? Aujourd'hui, on ne frappe pas par des missiles, on reste juste à l'échelle rhétorique, on dit « Oh non, vous devez arrêter cette guerre-là ». Autrement dit, les Libanais qui sont entrés dans cette guerre pour le compte des Pasdaran, aujourd'hui, les Pasdaran les laissent massacrer par les Israéliens. Vous êtes d'accord, Tamar Sebok ? En tout cas, il y a eu un changement du côté de Netanyahou, là, puisqu'on s'attendait vraiment à ces frappes. Donc, ce coup de fil de Trump l'a fait rétropédaler, pour l'instant, en tout cas. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, on oublie, pas qu'on oublie, mais vu l'avancée d'Israël, on met un peu de côté qui est le Hezbollah et pourquoi il est en danger et pour son peuple et pour Israël. Et les plus l'Iran contrôle le Hezbollah, ce qui semble être maintenant la chose, les plus, il n'y a pas vraiment la vision du bien du peuple libanais ou la volonté de s'arrêter là. Après, il y a la question de quelle carte on joue. Alors, je ne suis pas sûre que c'est vraiment que l'Iran a arrêté les négociations, le régime iranien a arrêté les négociations juste pour être solidaire avec le Hezbollah. Il a besoin aussi de ralentir tout le temps. Il y a toutes sortes de raisons. Ça n'est une bonne. Donc, ça sera un prétexte, Guillaume Ancel. Alors, clairement, je vais le décrire d'un point de vue militaire, juste pour que les gens comprennent cette espèce d'auto-blocage qui se fait sur le sujet. D'un côté, le Hezbollah provoque Israël avec une régularité de métronome. C'est-à-dire, tous les jours, sur ordre de l'Iran, ils tirent 2 roquettes dont ils savent pertinemment qu'elles ne feront aucun dégât en Israël, mais pour s'assurer qu'Israël soit bien dans le combat. Et que pour les Iraniens... Ils tirent avec des drones, d'ailleurs. Alors, ils tirent les soldats. Beaucoup de roquettes sur Israël, et ils tirent des drones quand ils veulent tuer des soldats israéliens pour faire des pertes. Mais du côté israélien, ce qui est très frappant, et ça c'est propre à la stratégie de Netanyahou, c'est qu'on n'est pas du tout sur des ripostes proportionnées ou ciblées. Vous voyez, quand on fait, par exemple, une attaque ciblée, on utilise des munitions Maverick de 25 kilos, on tue 2 personnages du Hezbollah et les 3 personnes qui les entourent. Là, ce qu'on voit comme explosion et ce qui prépare probablement pour Beyrouth, c'est des bombes de 250 à 500 kilos qui vont vous ravager un immeuble d'un coup, qui vont faire 10 à 15 morts, et dont Israël se fout complètement de savoir s'il y avait quelqu'un du Hezbollah, puisque, vous l'avez entendu dans la rhétorique, on attaque un quartier général. Sauf qu'un quartier général, c'est une pièce comme celle-ci. Je veux dire, ça ne présente aucun intérêt, ça ne détruit pas le Hezbollah de détruire une pièce, ils iront s'installer à côté. Donc on voit bien que le but, c'est pas de tuer quelqu'un du Hezbollah, c'est de faire des destructions insupportables pour les Libanais, pour que tout le monde soit ému et dise il faut que cette guerre s'arrête. Et forcer le gouvernement libanais, justement, c'était toute la stratégie israélienne, c'est forcer le gouvernement libanais, fort de critiques nombreuses au sein de la société libanaise contre le Hezbollah, les forcer, et c'est tout l'enjeu des négociations. Vous parliez qui va commencer, c'est bien ça, forcer le gouvernement libanais, l'armée libanaise,
à commencer de désarmer le Hezbollah. Or ça, l'armée libanaise ne veut pas. Le président Aoun n'en veut pas parce qu'il sait très bien que c'est le début de commencement de la guerre civile. Donc là, on est effectivement... Donc lui, il veut d'abord un cessez-le-feu parce qu'il y a des négociations en ce moment via les ambassadeurs bien du sûr, Liban. des négociations, y compris au plan militaire. C'est pour ça, je pense que ce que me disait un militaire la semaine dernière au Liban de la FINUL, c'est que l'une des explications qu'il voyait à cette montée des tensions, c'est que Israël cherche avant ces négociations et avant peut-être un préaccord entre l'Iran et les États-Unis à maximiser ses gains au Liban, dire voilà, on est là, on est à Beaufort, on n'est pas loin de Nabatillé, on occupe et après on discute. Et donc plus vous allez, vous, Libanais, désarmer le Hezbollah, plus nous allons nous retirer. C'est ça ce que tu as bien dit tout à l'heure, sauf que les Américains semblent avoir dit aux Libanais, écoutez, d'abord le Hezbollah arrête, cesse le feu et ensuite Israël cesse le feu sur Beyrouth. Alors, évidemment, Nabi Berri n'a pas pu avaliser ça, qui est un peu le go-between entre le Hezbollah et les Américains, Amal, du Parlement qui est chiite. Donc voilà, on est dans cette phase là où effectivement chacun essaie avec un avantage évidemment certain à Israël, et fort de l'appui américain. Et mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump aujourd'hui semble mettre un veto justement à cette dégradation. C'est ça qui est intéressant, puisqu'on voit Trump qui affirme qu'il n'y aura pas de troupes qui iront à Beyrouth. Donc ça, c'est encore... Will be no troop going to Beyrouth. Bon, bref. Donc on voit tout de même que cette conversation... Il dit d'ailleurs que la conversation avec Benjamin Netanyahou était très productive. Là, je vous lis au fur et à mesure les dépêches qui nous parviennent, qu'il a eu donc un très bon entretien avec Benjamin Netanyahou. Mais alors justement, sur ces négociations, qu'est-ce que ça va donner, Adel Bakawan, sur ces négociations sur le Liban? D'abord, est-ce qu'on peut craindre une cisjordanisation du Liban, comme c'est un terme qu'un invité libanais a utilisé ici? Écoutez, ça donne... Vous me connaissez, Stéphanie, moi je suis un peu direct et cash. Non, ça donne rien du tout, ces négociations. C'est très bien en termes symboliques parce que c'est les Libanais et les Israéliens se parlent face-to-face à Washington qui se présente comme médiateur, etc. Tout ça, c'est très bien à l'ordre symbolique. Mais elles doivent reprendre demain et après-demain, donc ça a l'air quand même de durer. Mais revenons à... Là, c'est la communication. Vous avez la communication, vous avez les faits. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Là, ce n'est pas la communication, ce sont les faits. Les faits, vous avez un Hezbollah qui est lourdement armé, qui entraîne un pays, malgré le gouvernement, malgré l'État, dans une guerre qui n'est pas la guerre des Libanais. Maintenant, la question est posée. La question est posée aux Libanais. Vous voulez un État ou pas? La question est posée, nous aussi, la communauté internationale. Est-ce que nous souhaitons un État libanais ou pas? Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, le Liban n'est pas l'Arabie Saoudite, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a rien. Il faut accompagner, financer, soutenir, accompagner l'État libanais dans la perspective de désarmer le Hezbollah. Ça, c'est la première option. En ce moment. Si cette option n'est pas disponible, il faut directement... Ça ne sert à rien négocier avec l'État libanais. Et pour moi, cette option n'est pas disponible. Il faut négocier directement avec celui qui a créé le Hezbollah en 1982 comme une division des Pasdaran. Ce sont les Pasdaran, c'est le guide suprême qui a signé la feuille de Badr. Les négociations avec l'Iran. Deux organisations. La première organisation, c'est Badr irakien. La deuxième, c'est le Hezbollah libanais. Il faut directement discuter avec les Pasdaran pour savoir comment ils peuvent se dissocier du Hezbollah pour une raison très simple. Le Hezbollah, si son arme, c'est protéger les intérêts suprêmes de la communauté chiite, ce matin, j'ai reçu une journaliste libanaise qui a travaillé dans le sud et qui a travaillé avec le Hezbollah. Et elle me dit clairement que la base militante du Hezbollah est très mécontente parce que pour cette arme du Hezbollah, la base sociologique du Hezbollah, la base sociologique est détruite. Rien n'est debout.
Rien n'est debout. Et donc, convaincre l'Iran pour se dissocier et que pour que le Hezbollah se libanise et se désolidarise avec les Pazarans. Mais on voit bien tout de même qu'il y a une ambiguïté parce qu'il y a effectivement des négociations entre le Liban et Israël, enfin négociations, discussions et des négociations entre l'Iran et les États-Unis d'un autre côté. Et on voit bien là que l'Iran lie les deux puisque tout d'un coup on se retrouve avec ce coup de fil entre Trump et Netanyahou après l'annonce par l'Iran d'une suspension de ces négociations. Donc il y a un lien. Bien sûr, le lien est très fort. Et de toute façon, ce n'est pas un conflit au Liban, c'est un conflit dans la région. Et c'est bien ça qui est délicat, c'est qu'en fait, la clé, elle est en Iran. Et l'autre clé, c'est les États-Unis qui ont déclenché cette guerre. Or, Donald Trump nous montre qu'en réalité, il n'avait pas de stratégie. Et que par conséquent, il est aujourd'hui dans une impasse militaire. Pardon de faire le parallèle, parce que les deux situations ne sont pas équivalentes. Mais exactement comme Poutine en Ukraine, dont on vient de mesurer aujourd'hui, pour le mois de mai, qu'il n'a pas avancé d'1 kilomètre carré. C'est-à-dire que c'est deux solutions, c'est deux situations dans lesquelles il n'y a pas de solution militaire. Et du coup, Trump est bloqué. On voit bien que les négociations se passent mal, sinon ça fait longtemps qu'il aura annoncé. Et il dit à l'instant que le Hezbollah a accepté d'arrêter mais les le problème, tirs. ce n'est pas le Hezbollah, c'est l'Iran. Trump dit. C'est l'Iran qui dirige le Hezbollah militaire, sur la partie militaire. Et par conséquent, la seule solution, elle est en Iran. Mais par ailleurs, Netanyahou déploie une stratégie de dévastation qui, est inacceptable. Par exemple, dans la bande qu'ils occupent dans le sud du Liban, ils ont détruit 40% des immeubles. Exactement comme ils l'ont fait à Gaza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on explose la vie en société. On interdit que les gens puissent revenir, si ce n'est dans un champ de ruines. Et ça n'a rien à voir avec la guerre en Iran. C'est une politique angoissante de dévastation. Tamar Sebok, est-ce que Netanyahou veut qu'il y ait une occupation du Liban qui soit durable ou pas? Est-ce qu'on peut parler d'une cisjordanisation peut-être à un moment donné du Liban, c'est-à-dire peut-être de futures colonies israéliennes au Liban? Je crois que Netanyahou, qui est devant une élection assez cruciale pour lui et qu'il a un procès qui est en cours, parle, comme tous les leaders, surtout à son public de supporters. Et il est lié aussi dans sa coalition avec l'extrême droite qui a besoin de montrer à leurs électeurs qu'on avance sur si on veut, la grande Israël. Moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, Trump dit que Netanyahou a accepté de ne pas envoyer les troupes à Beyrouth. Donc en fait, c'est quand même intéressant de dire ça. Il n'y avait aucun risque. Il n'y avait aucun risque. Enfin, c'est étonnant qu'ils disent cela. Attendez. Il y a plusieurs choses. Tamar Sebok. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, cette idée de zone tampon, elle est complètement ridicule parce que les gens du nord d'Israël reçoivent quand même de missiles sur la tête. Mais symboliquement, effectivement, on veut créer l'effet comme si c'était Gaza, comme si déjà la guerre à Gaza a réussi et que c'est ça qui maintient la sécurité d'Israël. Évidemment, c'est une erreur parce que le Liban, ce n'est pas Gaza, et même Gaza, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est l'idée de Netanyahou de faire moi, ça. je crois que l'idée, il est lié à une victoire dont il a besoin pour les élections et à montrer que c'est nous qui dominons. Et il y a aussi le vrai danger du Hezbollah et effectivement d'avancer tant qu'on ne vous dit pas de reculer parce que c'est clair que Trump allait le dire. Trump, il est aussi acculé par rapport à la négociation avec Iran. Pour qu'il puisse s'arrêter, il faut que soit qu'il obtienne quelque chose sur le nucléaire, soit Hormuz. Donc, et là, on voit bien qu'on est un peu dans l'impasse aussi dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis, en l'occurrence sur cette question du nucléaire. Mais c'était étonnant. Donc, Donald Trump dit que le Hezbollah est d'accord d'arrêter les combats d'un côté, que Netanyahou a accepté de ne pas envoyer les troupes à Beyrouth. Ça, je lis les dernières dépêches. Donc, oui, non, mais il y a des négociations. Ce que je pense que ce qui est sûr, c'est que le désarmement du Hezbollah, puis c'est ça qui est au cœur du sujet, comme ça a été dit, il n'interviendra que lorsqu'il y aura un accord entre l'Iran et les États-Unis, lorsque l'Iran dira au Hezbollah de désarmer. C'est pas pour demain, parce que c'est pas pour demain. Et le danger, je pense, parce que depuis 2024 et a fortiori depuis 7-8 mois, je l'avais constaté moi à la fin de l'année dernière lorsque j'avais fait une enquête sur la reconstitution du Hezbollah, et là on le voit, et mes sources au sein du Hezbollah me le disent, aujourd'hui
le commandement est iranien. Et c'est à 100% iranien. Donc, l'Iran ne va pas lâcher le Hezbollah. Et le danger, c'est que justement, à l'issue de cette guerre, eh bien, le Hezbollah, qui a sorti cette arme-là, des drones à fibre optique, qui était quand même ce que le militaire français me disait hier, c'est un game changer dans la guerre, eh bien, soit finalement renforcé, parce que, contrairement à ce que Netanyahou clame depuis 2 ans, l'anéantissement du Hezbollah, non. Ils sont reconstitués, ils ont récupéré de l'armement, et puis ils forment tous les ans. L'Iran offre des centaines de bourses. Donc c'est ça le danger. Donc le danger, c'est que Guillaume Ancel, pour rebondir... C'est pas moi le danger. Non, mais le danger, d'un point de vue militaire, c'est que la stratégie de Netanyahou, justement, d'occupation, de combat sur le terrain, de grignotage de plus en plus au nord, là, on parle d'abord le fleuve Litanie, etc. Ça ne va pas, je veux dire, aller au bout ça ne va pas détruire le Hezbollah. Ça ne détruira jamais le Hezbollah, de même que, même en bombardant plus que massivement l'intégralité de Gaza, ils n'ont jamais détruit le Hamas. Personne n'a jamais détruit, surtout une organisation terroriste. Ça l'affaiblit, tout de même. Ça l'affaiblit. Mais c'est ce qu'a dit le chef d'état-major israélien au début de la guerre contre l'Iran. C'est le seul militaire qui a eu le droit de s'exprimer, parce que les Américains ont été totalement tués par Donald Trump, et qui a dit, avec des bombardements, on peut affaiblir son ennemi. On ne peut pas le renverser. Or là, le sujet, c'est que, comme l'a indiqué Georges, le problème des drones philo-guidés, c'est qu'en fait, personne ne sait les brouiller aujourd'hui. Peut-être que demain, on trouvera une parade avec des drones intercepteurs. Mais du coup, quand l'armée israélienne, sur ordre de Netanyahou, parce que ce n'est pas elle qui a décidé cette connerie, essaye de faire un glacis de quelques kilomètres, le problème, c'est que les drones, ils ont 30, 50, 150 kilomètres de portée. Donc, il faudrait que l'armée israélienne aille jusqu'au nord du Liban pour s'assurer que personne ne tire. Et quand Trump dit « j'ai obtenu de Netanyahou qu'il n'y ait pas d'invasion de Beyrouth », le problème, c'est que l'armée israélienne n'a jamais prévu d'envahir, pas Netanyahou, bien sûr, mais Beyrouth. Donc, on est dans un jeu de dupes. On fait n'importe quoi d'un point de vue militaire et on raconte après politiquement, comme le rappelait Tamar, qu'on est dans les élections et qu'on est les plus forts, Netanyahou comme Trump. Et donc voilà, Israël et le Hezbollah qui se seraient donc mis d'accord pour désescalader, en tout cas, ça c'est encore une affirmation de Donald Trump. Donc en fait, Donald Trump, là, il veut quoi? Il veut dire d'abord qu'il est le chef. C'est un peu ça aussi. Depuis 94 jours, matin, midi, soir, on analyse Donald Trump. On connaît très bien... Non mais là, c'est intéressant parce que Netanyahou, il y a eu quand même un résultat sur Netanyahou et la banlieue sud de Beyrouth. Oui, attendons jusqu'à demain matin. Demain matin, déjà avec qui il a négocié Donald Trump? J'aimerais bien avoir sa source. Est-ce qu'il a négocié avec Nabil Berri, le président du Parlement libanais? Qui négocie avec le Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah est en mesure de respecter les promesses de Nabil Berri ou pas? Et ensuite, franchement, moi je suis tout à fait d'accord que les Iraniens ne vont pas lâcher le Hezbollah, bien évidemment. Mais jamais les Iraniens vont entrer dans cette guerre pour le compte du Hezbollah. Jamais les Pasdaran vont bombarder Tel Aviv ou Haïfa avec... Comment? Ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait et ils ne le font jamais. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. C'est leur Israël, et je finis là, Israël a rasé Gaza. Et pourtant, le Hamas était un allié stratégique d'Iran. Pourquoi les Iraniens ne sont pas intervenus? Si Israël rase le Yémen, les Iraniens nous ont... Vous savez, un grand diplomate, un hyper grand diplomate golfien me disait hier soir, il me disait, mais docteur Bakawan, vous savez, les Iraniens, ils seront ravis, vraiment très contents, les Iraniens, si tous les Arabes, les 400 millions d'Arabes se sacrifient contre les Iraniens jusqu'au dernier Arabe, mais jamais un Iranien. Ils sont très très bien nous regarder pour mourir, mais jamais. Mais je voulais juste dire. Et pourtant, si on veut vraiment négocier, c'est pas avec Nabil Berri on négocie avec Mujtaba. C'est avec lui qu'on peut régler le sort de... Le guide suprême iranien. Et Trump qui annonce justement que ces négociations avec la République d'Iran continuent. Voilà. Donc après cette suspension de ces négociations par l'Iran, lui répond non, en fait, elles continuent. Enfin, on voit bien qu'il a quand même pris la parole face à ces déclarations iraniennes. Parce qu'il y a une triangulation
on voit bien que l'Iran a dit à Trump, attention, non, j'arrête, parce qu'il faut que le Liban, ça s'arrête. Et Trump a passé un coup de téléphone à Netanyahou, dire, tu te calmes, parce que sinon, tout part en quenouille. Donc là, on retrouve un puzzle qui a été un peu reconstitué et qui peut-être va permettre d'avancer. Demain, il y a des négociations à Washington entre militaires libanais et israéliens. Et puis, il y a quand même ce protocole d'accord dont on est en train de finaliser le texte. Après, voilà, ça sera très très long, mais il faut espérer que le Liban sera épargné. Donc les Libanais peuvent souffler là, à cet instant. Alors, les pauvres, probablement pas longtemps. Parce qu'au fond, on voit bien que la politique de Netanyahou est à l'escalade. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus loin que ne nécessitaient les attaques très réduites du Hezbollah. Et plus il avançait au sein du Liban, et plus les attaques se faisaient intenses. Donc qu'est-ce qu'il raconte aux Israéliens avant les élections? Qu'en fait, sa stratégie ne fonctionne pas, qu'elle durcit même la position du Hezbollah. C'est pas ce qu'il dit, évidemment. Donc, évidemment, il dit le contraire, ce qui est normal. Mais le fait que Trump l'arrête, pourquoi? Parce qu'au fond, il jouait une forme de jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire que je pense que lui, il espérait que la guerre des États-Unis reprenne contre l'Iran et qu'il est extrêmement inquiet qu'un accord soit passé. Et évidemment, ça stoppera ces velléités de lutter contre le Hezbollah, parce que dans l'accord, et c'est l'Iran qui dirige le Hezbollah militaire, encore une fois, au Liban, eh bien c'est l'Iran qui décidera d'arrêter ou pas, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et c'est là que Netanyahou veut avoir une marge de manœuvre, un effet de levier, en étant présent le plus possible au Liban, c'est ça? Et oui, en utilisant... On oublie aussi que le Hezbollah est un vrai danger, et pour Israël, et pour le Liban. Ça veut dire que là, on parle que des attaques de Netanyahou, que je trouve effectivement sont faits pour... ne sont pas faits pour calmer la situation, on va dire ça comme ça. Mais on oublie aussi qu'il y a de l'autre côté une organisation on a parlé en plus des drones. La mort alors, les drones, l'armée israélienne a été surpris parce qu'encore une fois, on est dans la guerre asymétrique. Et ce qui tout à fait prouve que c'est pas comme ça que les choses vont être résolues. Alors, ce qu'on sait, c'est que, source américaine, c'est que Nabih Berri a accepté d'être le garant d'un cessez-le-feu avant qu'Israël ne recule. Comme vous dites, Adèle, c'est pas possible, c'est pas un Nabih Berri qui décide. Ça ne sera pas décidé au Liban. Il nous reste 5 minutes, pardonnez-moi. Donc là, Trump qui affirme que les discussions continuent à un rythme rapide avec l'Iran. Est-ce que ça pourrait débloquer? Je fais un tour de table rapidement, Georges Malbruno. Parce que c'est quoi? C'est la question du nucléaire qui bloque pour l'instant. Trump voudrait qu'il renonce totalement au nucléaire? Non, pas forcément. C'est plutôt, côté iranien, c'est plutôt la question du dégel des avoirs bloqués. Mais ça, il n'est pas prêt, Trump, à dégeler? Non, il est revenu. Et puis, il y a cette question-là qui est une priorité pour l'Iran. Et puis, il y a le mécanisme de déblocage du détroit d'Ormuz. Et pour l'Iran veut avoir quelque chose à offrir à son peuple, donc de l'argent. Et les Américains veulent avoir quelque chose, en particulier sur le détroit d'Ormuz. Et un engagement, probablement, que l'Iran n'avancera pas vers le nucléaire pendant les... Voilà. Et donc, je crois qu'on n'est plus très très loin, mais comme il n'y a aucune confiance, et puis en plus il y a le dossier libanais. Le dossier libanais que l'Iran a remis sur le devant de la scène aujourd'hui. Il faut espérer que... Je vous donne la parole à débloquer. Je fais un tour de table. Allez-y, Guillaume Ancel, justement là-dessus. Trump est pris à son propre piège ou à l'illusion de puissance. C'est Pete Hegseth qui lui a vendu qu'ils allaient mettre par terre le régime des Mollahs et qu'ils allaient les supplier d'un accord de cessez-le-feu avec tout ce qu'ils voudraient. Et c'est pas la réalité. C'était une erreur, cette guerre, en fait? Ah oui, c'était une erreur tactiquement. C'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, il a cru, Pete Hegseth, qui est un abruti, que les Américains avaient les moyens de mettre par terre le régime, alors que même le chef d'état-major israélien a dit dès le début, on ne renversera pas le régime avec des bombardements. Et ils ont oublié, les Américains, ce qu'ils croyaient avoir appris au Vietnam, ou ce qu'ils avaient dit à Benyamin Netanyahou au début de la guerre contre le Hamas, avec des bombardements, on ne s'est jamais débarrassé d'un régime ou d'une organisation terroriste. On l'affaiblit et c'est tout. Donc, sur les négociations, Adel Bakawan, ce qui bloque, c'est le nucléaire, la question nucléaire, la question du gel des avoirs. Le dossier le plus compliqué, c'est le nucléaire. Oui. Le dossier le plus simple, ce sont les avoirs iraniens gelés. On ne parle pas, à ce jour-là, personne, ni les Iraniens, ni les Américains, ne parlent pas du dossier le plus compliqué. On commence par le début. Le début du début, c'est quoi? C'est vraiment les informations de première main que je vous donne. Les Iraniens, auparavant, ils réclamaient 12 milliards de dollars. La condition, la réouverture du détroit d'Ormuz. Les Iraniens disent, on a 2 conditions.
pour commencer par ce dossier-là et entrer dans la négociation. La première condition, c'est que Donald Trump doit annoncer officiellement la fin de la guerre. Et la deuxième, désormais, ce n'est pas 12 milliards de dollars, c'est 24 milliards de dollars. Donald Trump, il dit, j'accepte la première condition, j'annonce officiellement la fin de la guerre, mais je ne vous donne même pas 500 millions de dollars. Zéro. Eh bien, les Iraniens, ils ont dit, OK, on va commencer par la réouverture de Détroit d'Ormuz, mais avec les 3 conditions. La loi qu'on a adoptée, la propriété, désormais, Détroit d'Ormuz, c'est notre propriété. Et la deuxième, c'est qu'on a un protocole. Donald Trump dit non. Et donc, ils sont bloqués sur le premier dossier le plus simple. Est-ce que Trump, finalement, a fait un peu le chef aujourd'hui, Tamar Sebok, avec Netanyahou ? Mais il fait toujours le chef parce qu'il a besoin de descendre la pression aussi du point de vue économique. Parce que les barils montent, il faut descendre le prix. D'ailleurs, il est monté avec toutes ces tensions, le baril de pétrole. Ce qu'on oublie, je crois souvent, c'est aussi qu'on est vers complètement un autre ordre mondial et surtout dans cette région. Ça veut dire, même si on parle de l'argent, chez les Qataris, il y a 63 millions ou milliards même. D'avoir iraniens qui sont bloqués. Au Qatar ? Non, moins. Non, moins. Oui, c'est quoi ? C'est pas. Non, il y en a une douzaine. Non, il y a plus. Ou 24, mais en tout, non, une vingtaine de milliards d'avoir iraniens au Qatar. Il y en a 120 milliards. 120 milliards en tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande partie qui est au Qatar. Et il y a des négociations avec le Qatar, d'ailleurs. Et c'est aussi, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, et il y a les autres monarchies, il y a la Turquie, il y a beaucoup de gens, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc, ce n'est pas qu'un conflit face à face, États-Unis-Israël face à l'Iran. Ceux qui vont décider se trouvent parfois très cachés derrière. Et eux, en fait, ils seraient prêts à lâcher les pays du Golfe sur ces avoirs. Non. Les pays du Golfe, eux, ils veulent une issue diplomatique, peut-être à l'exception des Émirats, qui sont sur une trajectoire très israélienne, mais les autres monarchies du Golfe veulent une issue diplomatique et surtout pas un retour de la guerre, parce que ce retour serait extrêmement dommageable pour eux, parce que l'Iran riposterait de manière brutale contre ces monarchies, contre l'Arabie en particulier. Quoi. Donc ils seraient prêts à lâcher du lest, en particulier sur le gel de ces avoirs iraniens qui sont c'est pas Qatar. leur dossier, c'est un dossier américano-iranien. Peut-être juste noter, d'un point de vue technologique, que ces drones philo-guidés, c'est une technologie qui a été importée par la Russie du fait de la guerre en Ukraine et qui l'a passée à l'Iran pour justement que ces drones ne soient pas brouillés, ce à quoi ne s'attendait pas l'armée israélienne. Mais donc, et ensuite, on les retrouve au Liban, au sein du Hezbollah. Et on voit bien cette connexion très forte et le rôle de la Russie, qui ne dit pas un mot sur le sujet, mais qui évidemment est un acteur clé aussi dans cette affaire. Merci beaucoup Tamar Sebok, Georges Malbruno, Adel Blakawan, Guillaume Ancel d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Serge Berberi qui était avec nous au tout début de cette émission en direct de Beyrouth. On se retrouve demain